9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous continuons à débattre régulièrement. Je reçois deux égéries de cette radio. Elisabeth Lévy, bonjour, directrice de la rédaction de Causeur. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Éditorialiste pour Sud Radio du lundi au jeudi à 8h10. C'est Lévy sans interdit. Aucun interdit. Et on est des égéries qui rient. Voilà. Et Voilà. Françoise Degois, éditorialiste, essayiste, l'édito politique le jeudi sur Sud Radio à 7h35 et les vraies voix évidemment les mardis et jeudis Coucou, entre 17h Valérie, quel et plaisir. 19h. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Votre On fait petit, ça. votre petit chez vous est assez sympa. Moi, Voilà, on aime c'est- bien. On voilà, aime bien. je vous ai fait de la place. Vous Vous avez remarquez, vu, il n'y a, vous êtes- plus personne. il n'y a plus personne. Tout Vous le monde êtes s'est toutes tiré les du deux. studio. Personne ne veut débattre avec vous. Donc, non, je plaisante. Bien sûr, bien sûr. Justement, c'est intéressant d'avoir de temps en temps un exercice un petit peu différent. Ouais. De vous avoir en face à face sur la longueur. Parce que Patrick Roger vous brime un peu. Vous avez- Sur oui, la, mais non, mais là, bon, mais il est c'était, comme ça c'est ça. ça, On sait c'est- tous très c'est bien un- qu'il est c'est- comme ça. C'est un petit apéritif. C'est bien, on peut se réconcilier contre Patrick, en Voilà, fait. c'est ça. Moi, je pense que vous ne resterez pas réconciliés longtemps. Certains sujets feront débat. On va évidemment revenir sur la loi immigration et parler de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop, Gérald Darmanin? On va revenir évidemment sur ces nouveaux activistes et puis 49.3, 49.3, 49.3. Moi, on m'a dit qu'il y en aurait 13. On va voir si c'est vrai, mais c'est tout à fait possible. Et cet usage du 49.3 qui évidemment... Sur le budget, vous voulez dire, Oui, Valérie? sur le budget. Bien sûr, c'est obligatoire. Sur le budget, elle va les dégainer. Après, il ne reste plus qu'une cartouche, Valérie. La Oui. cartouche, c'est pour les retraites, on le sait. Absolument. C'est un par session. Un par session. Mais là, Voilà. sur le 49.3, sur le débat. Oui, elle peut aller jusqu'à elle peut autant aller, qu'elle veut, c'est ouais. illimité. Mais apparemment, il y en aurait 13. C'est l'information que j'ai eue. On va continuer peut-être le débat autour de la loi immigration. C'était aussi votre édito, chère Elisabeth, ce matin. C'était Mais- aussi l'édito d'Éric Revel. Ouais. C'est quand même le gros sujet. C'est le gros du sujet, jour. mais c'est le en même temps qui perturbe un petit peu, c'est-à-dire qu'à la fois on donne, on dit on va régulariser. Alors déjà le chiffre de 700 000 travailleurs est énorme, travailleurs sans papier. Déjà ce chiffre-là, si on revient dessus, Elisabeth. Alors, moi, je suis déjà frappé par, mais ça a un lien avec votre question, je suis frappé par une chose. C'est que depuis François Hollande, si vous voulez, le séjour irrégulier en France n'est plus un délit. Donc, on comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire immigration illégale, puisque c'est pas illégal vu qu'il n'y a pas de sanction. Je crois qu'il faut rétablir un délit de séjour irrégulier en France, parce que sinon, si vous voulez, ça devient un peu n'importe quoi. Il y en a un théoriquement avec Non, les OQTF. ça n'est plus un délit. Les OQTF, si vous prononcez une OQTF, là, effectivement, la personne est supposée devoir partir, mais quelqu'un qui n'a pas d'OQTF, si vous voulez, il n'est pas en... Non, en fait, c'est une situation... pardon, j'allais C'est dire... une zone grise, en fait. ça J'allais dire s'appelle. indémerdable, Ouais, c'est une mais zone c'est, grise. vous vous rappelez, c'est comme pendant les vaccins, c'était pas obligatoire, mais c'était quasiment obligatoire quand même. Donc, si vous voulez, on est dans une zone où on vous explique que c'est pas illégal, mais que c'est quand même illégal. Et je dirais que dans beaucoup de choses qu'a dit Gérald Darmanin, si on combine l'interview dans Le Monde et ses commentaires à la sortie de la commission des lois, je pense, c'est ça. hier, si vous voulez, on comprend plus bien. Là, dans Le Monde, il parle de régulariser des gens qui sont déjà là. L'après-midi où il dit ah bah oui, on va faire venir des gens avec ces nouveaux titres de séjour. La réalité, si vous voulez, c'est que quoi qu'on en pense, beaucoup de Français, une majorité, et je le dis toujours, y compris les Français d'origine étrangère, ne veulent plus d'immigration. Ils pensent qu'il y en a déjà trop, qu'on ne l'a pas intégré ni assimilé, bien sûr. Et je pense, dernière chose après, et il y a quand même un problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas parler des êtres humains simplement sous l'angle économique. Il y a une question culturelle. Si vous voulez, pourquoi l'immigration est un problème aujourd'hui, c'est essentiellement pour des raisons culturelles, pour des raisons de gens qui ne vont pas s'acculturer à nos mœurs. Et là, on parle de gens comme si c'était que des paires de bras. Et ça me choque, en fait. C'est vraiment une façon de voir les êtres humains comme interchangeables. Oui, enfin, ces gens qui travaillent aujourd'hui, vous parlez de zone grise, c'en est une. Il y a 700 000 personnes aujourd'hui en France qui travaillent sans papier, qui ont des fiches de paye. Et il y a combien de chômeurs dans les cités? Non, mais moi,
je voudrais intervenir là-dessus. D'abord, pour plusieurs points. Je rejoins, il y a un point sur lequel nous allons tomber d'accord avec Elisabeth. Elle le dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, c'est une usine à gaz. Parce que vous avez la version Gérald Darmanin à la sortie de la commission des lois. Vous avez la version Gérald Darmanin chez nos confrères de BFM qui dit, mais finalement, vous savez, ça va être essentiellement pour les gens qui demandent l'asile, pour le droit d'asile. Alors on comprend bien à qui va s'adresser cette légalisation. Ensuite, pardonnez-moi, mais réinventer l'eau chaude, que l'État, qu'on régularise des gens qui travaillent sur notre pays, il y a rien de plus naturel. Ce sont des gens qui payent des charges sociales sur leur fiche de salaire, etc. Ça, c'est la grande hypocrisie, si vous voulez, générale. Je me souviens, vous savez que je vis entre la France et l'Italie, je me souviens de Matteo Salvini et ses discours abrasifs sur l'immigration. On peut comprendre les Italiens par rapport à ce qu'ils vivent tout le temps avec Lampedusa, mais le gouvernement italien fermant parfaitement les yeux sur la somme des travailleurs marocains et tunisiens qui font tourner l'économie italienne, notamment l'économie agricole, et je vous parle même pas de Rome, avec l'économie de la restauration. Nous sommes exactement dans la même situation. Et en plus de ça, on crée depuis des années une situation éprouvante de moins 10 ans. C'est-à-dire que quand vous embauchez des gens, vous avez une pression sur eux qui n'ont pas de papier. C'est à l'employeur, vous savez, de faire la demande de régularisation. Eh bien, vous pouvez tout leur demander. Et tout leur demander à des prix défiant toute concurrence. Donc, de toute façon, vous faites baisser également le niveau économique. Vous faites baisser le niveau de l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est l'usine à gaz qui est de nature à mécontenter tout le monde. Et vous croyez vraiment que la gauche va partir dans ce colifichet agité par Darmanin sur la régularisation, alors que dans le même temps, Darmanin explique qu'on va inscrire au casier judiciaire, mais d'abord ça passera pas constitutionnellement, c'est inimaginable, les OQTF, inscription au casier, ça passera pas sur le plan du Conseil constitutionnel. Vous savez en plus que le droit des étrangers, d'abord ça n'existe pas, le mot étranger, c'est des situations particulières. Donc toute cette loi va être retoquée, vous allez voir qu'elle va être vidée en grande partie de son sens. C'est évident, ça c'est le troisième point. Et le quatrième point, je termine sur cette loi. Plus globalement, j'espère qu'il n'y en a pas 22. Non, ma chérie, t'as parlé 4 minutes, donc j'en suis à 3h30. Oh là non, je regarde le chrono. Non, je viens d'inventer ce que je dis là. C'est pas sûr. Non, si, je vais complètement inventer. C'est comme dans les émissions politiques. C'est une stratégie que j'ai, mais qui ne déstabilise absolument pas l'adversaire. C'est ça qui est emmerdant. Et alors, le dernier point, c'est que globalement, j'en ai un peu marre, si vous voulez, que quand tout va mal, parce que ça va pas bien pour l'exécutif, ça patine, ça décroche, on voit bien les niveaux de popularité de Macron, il est au plus bas niveau d'avant la pandémie. J'en ai marre qu'à chaque fois on rebrandisse ou la question de l'ordre ou la question de l'immigration. Il y a à la fois tout et rien dans ce texte. Vous comprenez ? Comme il y a tout et rien dans le discours aussi du gouvernement. Alors, voilà, c'est les éoliennes. Je réponds, excusez-moi, la première chose, c'est est-ce que la France, pays souverain, a le droit de choisir ou pas qui elle accueille sur son sol et de choisir éventuellement de ne pas accueillir. Voilà ce que veulent les Français dans leur majorité, d'accueillir le moins possible aujourd'hui. Deuxièmement, il y a une question que d'ailleurs Gérald Darmanin aborde sans donner la moindre solution. Il y a deux questions qui me semblent très importantes. C'est l'immigration familiale qui devient contrôlée. Il l'a abordé, il a dit... Pardon Françoise. Laissez-la terminer. Merci, parce que je ne peux pas raisonner comme ça en étant coupé tout le temps. Pardon, donc, sur l'immigration familiale, il dit que c'est un problème, mais il ne donne pas la moindre solution. Parce que, évidemment, on est parti d'une immigration où c'était, disons, en gros, la famille nucléaire. Et puis maintenant, si vous voulez, vous voyez bien que c'est tout à fait incontrôlé. C'est 50% des flux migratoires. Ça, je crois que son chiffre est bon. Troisièmement, le dévoiement du droit d'asile. C'est-à-dire des millions de gens qui demandent, ou des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, qui demandent des centaines de milliers de gens. Bah, sur 10 ans, ça fait des centaines de milliers, oui, sur 10 ans. Pardon, des centaines de milliers de gens qui demandent l'asile. 80% sont déboutés parce que l'asile n'est pas fait pour faire venir en masse des gens, et il reste. Donc ça, c'est un problème. On ne sait pas comment on va le résoudre. Et enfin, je réponds sur ta question. Le véritable problème, ce sont les salaires. Simplement, on ne peut pas... Il faut revenir à la racine structurelle de la question, qui a quand même quelque chose à voir avec la mondialisation. Si vous voulez, la baisse structurelle des salaires en France, Emmanuel Todd est très clair sur le sujet, il explique ça très bien. Si vous voulez, c'est la mise en concurrence, en gros, des ouvriers français avec les ouvriers chinois. Et ça, c'est propre
propagé dans tous les secteurs. Donc, simplement, aujourd'hui, si vous demandez à beaucoup de petites boîtes, évidemment, Bouygues peut certainement augmenter ses salaires comme Total, mais si vous demandez à des petites boîtes, si vous demandez à Causeur d'augmenter ses salaires, on coule. Oui. Donc, Enfin, il y a un SMIC, il y a un salaire minimum garanti en France. Donc, il n'y a pas de nivellement, il n'y a pas d'abaissement du salaire, du taux alors horaire effectivement, des salariés. Françoise a raison, c'est la fameuse armée de réserve. Pourquoi le patronat, si vous voulez, main dans la main d'ailleurs avec une partie de l'extrême gauche qui, elle, est très immigrationniste. Je parle de l'extrême gauche, là, vraiment des gens... de quoi vous parlez, main dans la main de quoi? J'attends la main fin dans de la phrase. main avec veut de l'immigration. Les uns par idéologie, parce que l'immigration c'est bien, Ouais. et les autres par pur Par intérêt, intérêt, parce par qu'ils intérêt. ont l'armée de réserve. 9h12, c'est la pause. Moi aussi, j'ai mon chrono et on reste ensemble sur Sud Radio jusqu'à 10h. J'ai des trucs à dire. Mais oui, mais vous allez les dire. Eh, mais elle nous rime aussi, hein. Ah, Patrick Roger. Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Françoise Degois, éditorialiste, essayiste, toutes les deux évidemment fidèles à Sud Radio. Un débat autour de Gérald Darmanin et de ses propositions sur l'immigration, propositions qui ressemblent quand même beaucoup à du en même temps. Vous voulez répondre en deux mots à ce je que voulais disait dire Elisabeth Lévy deux choses. D'abord, on crée un sous-statut qui n'existe pas, c'est-à-dire que on ne sait pas encore dans quelles conditions les gens sont régularisés, mais en tout cas, c'est sur les métiers en tension. Qu'est-ce que vous faites au bout d'un an? Qu'est-ce que vous créez? Il y a un manque de respect. Je rejoins absolument ce que dit Elisabeth sur les travailleurs immigrés sont pas une marchandise. Là, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, si votre métier n'est plus en tension, vous faites quoi? Vous dites OK, merci, au revoir, monsieur, ciao, bonsoir. Donc ça n'a déjà comment vous projetez? Je le disais pas dans ce sens. Non, mais moi je le disais, c'est pour ça qu'on est d'accord, mais en fait on n'est pas d'accord. Je suis un peu filoute dans ce que je dis. Et le deuxième niveau, si vous voulez, c'est encore une fois cette usine à gaz qui va être retoquée. Vous verrez. Je pense qu'il y a une partie de la loi qui sera vidée de son sens. Sur le regroupement familial, là-dessus, Darmanin a été absolument clair. Cette régularisation n'amène pas le droit au regroupement. Dernier point, la question des salaires. Il y a aussi des métiers. Vous parliez d'Emmanuel Todd qui parle de la concurrence avec la Chine. Il a raison. Mais la première concurrence, c'est la directive détachement européenne. Moi, j'ai l'exemple, il y a quelques années, quand j'étais au gouvernement, de 2 abattoirs qui ferment à 200 km, comment dirais-je, de distance. Et le deuxième abattoir qui va bien, qui ne ferme pas, ne peut pas intégrer les gens de l'abattoir à 200 km parce qu'ils ont déjà pris des ouvriers en directive détachement qui payent évidemment 30 ou 40% moins cher. Donc, le patronat français qui en fait des caisses, etc., c'est le premier, si vous voulez, à jouer avec les règles européennes pour aller vers le moins-disant. La restauration est à court de munitions. OK, qu'ont fait la plupart des grandes brasseries. Elisabeth a raison, je ne parle pas du petit restaurant de quartier, mais il y a une façon aussi de sous-payer les employés depuis 15 ans, 20 ans qui leur saute au visage. Idem pour la maçonnerie, idem pour le bâtiment. Ça va changer. Puisque mais voilà, donc c'est le retour de boomerang. C'est le retour de boomerang. Il faut donner aux gens des meilleurs salaires. Voilà. Oui, non, mais ça, là-dessus, on va être tous d'accord. Juste, non, je veux répondre quand je dis que il y a un mépris pour les immigrés, c'est-à-dire on évacue complètement la question culturelle. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire venir des gens, ils ne viennent pas juste pour travailler, ils vivent, ils font des enfants, ils ont des croyances, des mœurs, des cultures qui ne s'accommodent pas forcément aux nôtres. Et je crois qu'on est en train, si vous voulez, de se préparer de gros problèmes, parce que, évidemment, il n'y a aucune politique d'intégration qui va avec. Moi, quand on me dit, oui, on va vérifier que, voyons, la belle affaire, on va vérifier que, on vérifie évidemment rien du tout. Par ailleurs, je ne crois pas qu'ils repartiront, parce que ça, c'est la règle en France. Et d'abord, comme l'a d'ailleurs noté Gérald Darmanin, je veux dire, vous faites des enfants dans l'intervalle, vous êtes inexpulsable. Et je répète, je l'ai déjà dit, mais ça me semble quand même important, si vous voulez, c'est quand même un problème de dire on veut lutter contre l'immigration illégale alors que ça n'est pas un délit. Si vous voulez, donc on est chez les cinglés. Alors, une autre égérie de Sud Radio, Sophie de Menton, qui nous écoute, dit Éthique, donc son mouvement patronal, depuis 3 ans, demande une green card, c'est-à-dire un contrat, un titre de séjour de la durée du contrat. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas que les gens repartent aux États-Unis. Non, mais elle dit, c'est super simple. Non, mais de faire ça. Sophie, qu'on salue Sophie de Menton. Je pense que la CGT est d'accord avec ça. Mais absolument, mais soyons qui correspond à votre durée de travail. Cohérents, absolument. Moi, j'ai besoin de cohérence. On répond. En fait, la réalité, cette loi, elle répond à Lola.
en réalité, à travers, elle répond à côté, et elle répond, bien sûr, elle répond à la question, le questionnement qu'a tous posé pour nous l'affaire Lola. Les OQTF, quand vous regardez les OQTF dans la somme de ce qu'a raconté Gérald Darmanin en duo avec le numéro de claquette avec Olivier Dussopt en mode comme il vient de la gauche, genre on va faire la gauche, eh bien répondre à Lola par une usine à gaz comme ça, si vous voulez, ça me paraît, il faut répondre. Je pense qu'ils avaient ça dans les tuyaux. Non, mais il faut répondre point par point. Je pense que sur l'immigration économique, Sophie de Menton a raison. Ce serait absolument simpliste. On ne peut pas tout mélanger dans un projet de loi. C'est pas possible. Mais vous êtes plein tout à l'heure en disant on va les jeter parce qu'ils vont repartir. Moi, je vous dis qu'ils ne vont pas repartir. Non, c'est pas Cela ça. ne me choquerait pas. Cela ne me choquerait pas qu'on dise à des gens vous venez comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous n'avez plus de boulot. C'est au revoir. Mais vous avez droit au chômage en France, c'est ce qui est très bien. Voilà. C'est-à-dire que là-dessus, c'est très bien. Si, c'est bien. Si vous avez bossé 3 ans, vous avez droit au chômage, c'est normal. Non, n'oubliez pas. Alors, pardon, je voudrais répondre là-dessus. Le chômage, contrairement à la retraite, si vous voulez, c'est pas. C'est pas vous payez des cotisations et puis un jour elles vous reviennent sous forme d'une pension. D'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on paye des allocations chômage à des gens qui devraient aller bosser et je pense à beaucoup de jeunes. Ben oui. Et excusez-moi, je suis navrée. Vous vous levez, pardon, je n'ai pas fini. Vous vous levez tous les matins pour aller bosser. Il y a un certain nombre de gens qui pourraient faire la même chose et je suis navrée effectivement. Il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui trouvent pas. Arrêtez. Il y a combien d'emplois non pourvus? Non, mais c'est ça le problème aussi. Mais je connais bien ce problème des emplois. Il n'y a pas de métro ce matin, il n'y a pas de RATP, il n'y a pas. Je sais très bien. Je suis d'accord avec vous. Ok, mais ça c'est pas parce que les gens sont des feignasses. C'est tout à fait autre chose. Mais non, c'est pas parce que les gens sont des feignasses. Vous pouvez pas demander. C'est parce que s'ils sont presque aussi payés par le chômage, ils n'ont aucun intérêt à se lever à 4 heures du matin. Pourquoi il n'y a plus de chauffeurs? Pourquoi ces jeunes de banlieue ne vont pas travailler comme chauffeurs de bus? Des jeunes de banlieue. Parce que c'est là qu'on nous dit qu'il y a 40%. Pardon, je vais vous répondre. On nous dit toute la journée. Oui, mais c'est là où on nous dit toute la journée qu'il y a 40% de chômage dans les cités, que c'est un signe de discrimination, que c'est affreux, que c'est de notre faute, qu'on est très méchants. Je veux dire, moi je vous dis que quand vous habitez à Saint-Denis, vous n'êtes pas au fin fond de la Creuse où vous auriez la difficulté d'aller jusqu'à votre emploi. La RATP, c'est à 2 pas. Donc, je suis navré. Je suis désolé de vous le dire. Le chômage, vous pouvez aller bosser. Nous sommes en train, nous rentrons, mais ça serait l'objet d'une. Il faudrait des sociologues. C'est un autre débat. Nous rentrons dans un moment de société, et je vais faire bondir Elisabeth, où la question du travail et de la progression sociale n'est plus la question, n'est plus le sens premier. Mais dans ce cas-là, on assume. Mais bien sûr, on assume. Mais arrêtez. Mais vous deux, vous êtes terribles. Vous êtes en train de nous expliquer, les boomers là, que vous avez des armées de jeunes qui préfèrent être au chômage que de travailler. Ça n'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je vous raconte l'histoire d'un de mes amis qui travaille dans une très grosse société. Mais moi aussi, je peux tout démontrer par le contre-exemple. Énorme société qui avait mis en place la seconde chance, une usine de la seconde chance. C'est un échec à 85%. C'est-à-dire que ces jeunes, le matin, ne veulent pas aller à 8 heures dans l'usine. Ce qu'on peut comprendre, hein, mais n'acceptent pas le contremaître qui leur dit il faut faire ci, il faut faire ça. Foutent des baffes dans la. Et puis attendez. Moi, je voudrais quand même, pardon, Françoise. Je crois que c'est à moi de te répondre, si tu veux bien. Allez, Elisabeth. Elle est fatigante, je l'adore, mais elle est fatigante. On est toujours le fatigant de quelqu'un. Donc, cette histoire de grande démission. Ah bah oui, le sens du travail, maintenant, je ne veux pas... Je n'ai pas fini. Voilà, donc, le sens du travail, vous comprenez, mon travail n'a pas de sens. Ce qui a du sens, le problème, c'est que les richesses que tu consommes, d'accord, ce que tu manges, comment tu t'habilles, les services que tu consommes, ne se fabriquent pas tout seul. Donc, si tu dis que toi, ton travail n'a pas de sens et que donc tu n'as pas envie de travailler, il faut que quelqu'un le fasse à ta place. Et cette histoire de grande démission, ça veut dire, moi, j'aime la couler douce et quelqu'un va bosser pour moi. Non, c'est ça, vous savez, je comprends pas comment un esprit aussi subtil que vous, et quand même, vous tombez dans le binaire du café de commerce, mais même si le café de commerce peut dire des choses intelligentes, c'est hallucinant. Vous êtes en train de généraliser, on parle d'une tendance sociologique, je vous parle pas du fait que les gens
ne veulent plus travailler. Je vous dis qu'ils ne mettent plus la progression sociale dans l'entreprise comme priorité. La nouvelle génération, et vous les fréquentez comme moi, les gens qui ont 17, 18, 20 ans, leur priorité maintenant c'est la famille, c'est de s'ouvrir à autre chose. Ils bossent. Je n'ai pas dit génération pantoufle. Mais non, j'ai pas dit qu'ils bossent pas. J'ai dit que nous, Elisabeth, vous, Valérie Expert, quand on a commencé comme jeune journaliste, on avait 20 ans, 25 ans, on était pigiste. Moi, Bosse le week-end. Oui. Moi, j'ai travaillé gratos au début à la Dépêche du Midi. Tu bosses mais la jeune génération qui arrive dit OK, peut-être, mais on a grandi, on a passé les échelons, etc. On est en train de dériver. Je suis sûr que ça intéresse les gens. Je voudrais qu'on parle quand même du lien immigration et délinquance. On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. Petite pause, il est 9h25 très exactement. À tout de suite. Le temps passe vite avec vous. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Ça me réjouit, ça. Immigration et délinquance. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais que comme c'est un sujet inflammable et que vous avez beaucoup d'autres bons sujets, je disais à François, essayons d'être rapides. Oui, d'être rapide, mais c'est vrai que c'est l'éditorial d'Yves Tréhard ce matin, je ne sais pas si vous l'avez lu dans le Figaro, qui parle de cafouillage généralisé. C'est-à-dire... Parce qu'on ne comprend pas très bien. C'est simple, c'est comme Macron, il y a un lien mais il n'y en a pas. C'est ça. Donc, si vous voulez, évidemment, alors, moi je dirais qu'il y a d'abord, quand on parle de l'immigration et de la délinquance, je pense qu'il faudrait malheureusement ajouter la surreprésentation des descendants des enfants d'immigrés qui sont français dans la délinquance. Parce que ça n'a pas que des causes, c'est pas parce qu'ils sont pauvres, il y a des tas de pauvres, y compris d'ailleurs dans cette population, c'est la majorité, ils sont peut-être pauvres, mais ils tombent pas dans la délinquance. Il y a aussi beaucoup de gens... J'aime quand vous reprenez votre complexité, ça me plaît. Françoise, personne ne peut le nier, vous interrogez des policiers, ils vont vous dire qu'ils voient défiler. Je veux dire, ma mère quand elle était pharmacienne, elle s'est fait agresser plusieurs fois, elle peut vous dire par quel genre de personne, si vous voulez. Donc, il y a un véritable problème. Ça n'est, je précise immédiatement que ça n'est pas dans les gènes, ça n'est pas biologique. Il y a deux raisons à cela. Pour les immigrés, on avait dit vite, les étrangers qui arrivent, si vous voulez, dans tous les pays du monde. Je voudrais qu'on parle plus politique, peut-être, de l'espèce de en même temps. Voilà, du président qui a dit lors de la dernière intervention sur France 2, il n'y a pas de lien entre il n'y en a pas et il y en a un. Bah oui. Non, ce que je voulais vous dire, c'est juste ça, parce qu'on va aller vite. Parce que cette question, on pourrait faire une émission entière. Je suis 100% d'accord, et d'accord avec le titre d'Yves Tréhard. Je le redis, vous pouvez pas répondre à Lola, l'émotion que ça a suscité dans l'ensemble du pays, quelle que soit la sensibilité. Moi, je suis profondément de gauche, je suis pas soupçonnable de faire le moindre procès d'intention. Ça m'a percuté l'assassinat de Lola, vraiment, ça m'a vraiment. Donc, et tout le monde, vraiment, voilà, on est des êtres humains. Vous pouvez pas répondre à Lola avec ce salmigondi général, cette espèce de grand tout de loi immigration, où vous parlez de l'immigration économique, vous mettez en avant, parce que qu'est-ce qu'il a mis en avant uniquement Gérald Darmanin? C'est ça. C'est le choix du gouvernement d'avoir mis en avant une forme d'immigration positive. Donc, je suis d'accord avec Elisabeth pour dire qu'on ne comprend rien. Et vous savez, à la fin, on perd. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Tout le monde connaît la phrase du cardinal de Retz, qui était vraiment le confiteor de François Mitterrand. Mais là, c'est aussi celui d'Emmanuel Macron. On peut pas dire tout et son contraire dans la même phrase. Le en même temps, je le redis, plus largement, est quelque chose qui nous tue politiquement, Valérie. Ça nous tue. Pourquoi? Parce que ça crée des injonctions paradoxales. L'opinion, elle écoute. L'opinion française, elle est comment dirais-je, elle est respectueuse de d'où parle-t-on, comme dirait Guy Debord. D'où parle-t-on? Elle est respectueuse de la position de l'émetteur. Ce pays est respectueux de son président de la République. Quand vous avez un président de la République qui fait exactement comme François Hollande, mais avec des airs différents, mais c'est la même chose, qui embrouille tout, les joueurs de Bonneau, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. On comprend plus rien. Et donc, on comprend plus rien. Et donc, moi, le lien immigration délinquance, c'est Nicolas Sarkozy le premier qui le fait en 2010 avec le discours de Grenoble. Ok. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on règle la question
fondamentale. Bien sûr qu'on la règle pas. Et là, on la règle encore moins, qu'on embrouille absolument tout. On mélange tout. Non, mais je rappelle juste qu'après Lola, il y a eu les affaires de Nantes, il y a eu, si vous voulez, c'est pas comme si Lola c'était un cas isolé. Je m'amuse simplement d'une chose, c'est que Le Monde, qui nous a joué le grand tam-tam sur indécente récupération, etc., la première question qu'il pose à Gérald Darmanin, Olivier Dussopt dans leur interview, c'est le lien, c'est Lola. Je suis pas sûr qu'on puisse parler d'un assassinat. Non, il parle que de Lola dans la première question. Il parle, on sait pas s'il y a préméditation, voilà ce que je voulais dire, mais Lola tuée par une personne sous OQTF qui n'avait rien à faire sur le territoire français, c'est-à-dire que Le Monde se livre à l'indécente récupération qu'il a dénoncé toute la journée, ça s'appelle du en même temps. N'exagérez pas, je ne pense pas que quiconque à cette table ait trouvé ça extraordinaire ce qu'a fait Éric Zemmour avec Lola. Ou alors, vous m'expliquez, il y a une... Je ne parle pas d'Éric Zemmour, je parle du lien. Il y a une différence entre s'émouvoir et dénoncer quelque chose et vouloir en faire un tremplin politique. Je ne parle pas de ça. Bien sûr que c'est indécent ce qu'a fait Zemmour. Je vous dis simplement qu'il y a un lien entre le fait qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Si cette dame n'avait pas été là, eh bien Lola n'aurait pas été tuée par cette dame. Point barre. Et ça, c'est une évidence. Oui, et si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Non, mais je veux dire... voyons, non, mais Françoise, ne dites pas ça. Ne dites pas ça parce que là, vous avez l'air de minimiser. Je ne minimise pas, mais je veux dire, tirer d'un cas précis une généralité, c'est un drame. Mais c'est pas un cas isolé. Et là où je suis d'accord avec vous, et là où je suis absolument d'accord avec vous, c'est, mais pas pour les mêmes raisons, c'est que ce discours politique qui consiste en permanence à rester dans l'ambiguïté, à manier les mots, la sémantique, de manière à ce que on soit dans les injonctions paradoxales, nous mène au désastre. C'est ça le désastre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout passe par la parole. On n'a jamais vu une idée traverser toute seule une pièce sans être véhiculée par un mot. Vous n'avez jamais vu une idée marcher toute seule. Donc la parole politique, elle a un sens. Elle est dévoyée par Emmanuel Macron et on va en revenir avec Gérald Darmanin. Elle est dévoyée par Darmanin. Quand Darmanin parle d'écoterrorisme, c'est du dévoiement. C'est une honte de parler de terrorisme pour des activistes. Enfin, vous savez qu'est-ce que c'est un terroriste? Si vous cherchez la définition, c'est pas très... Je suis navré. Terrorisme, c'est violence plus idéologie. Mais qu'est-ce qui s'est passé à part des manifestants qui manifestent des boules de pétanque? Et alors? Et le Larzac? Vous étiez né et il n'y avait pas les boules de pétanque dans le Larzac? Non, mais vous foutez de moi. Attention. Vous foutez de moi. Donc lancer des boules de pétanque sur les gendarmes, maintenant c'est légitime parce que ça a été fait au Larzac. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, excusez-moi, je vais jusqu'au bout de ce que je dis. Parler de terrorisme dans des manifestations qui sont des manifestations qui ont déjà existé, qui existeront encore. Je me souviens, les manifestations en 2005, vous avez François Hollande qui est à Tulle, qui est en train de manifester pour le traité et qui prend des boules de neige avec des cailloux dedans. Il crie, oh là là, c'est horrible, on m'a touché, etc. Les manifestations, la manifestation en France, il y a souvent des débordements. Je mets hors Black Blocs. Vous ne pouvez pas considérer que ce sont des terroristes. C'est le même Darmanin. C'est le même Darmanin. Je peux vous donner la définition du terrorisme. Arrêtez avec ça, soyez sympa. Emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Oui, la violence et le meurtre. Mais vous foutez de la gueule. Il n'y a pas le meurtre dans la définition. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de... Vous me faites de la rhétorique. On dirait une marxiste. Tu te rends compte que tu essayes de nous interdire de ne pas penser comme toi? Non, je termine en disant que le terrorisme a un sens. Peut-être il y a le sens littéral, il y a le sens du réel. Le terrorisme tue. Les écologistes ne tuent pas. Vous commencez à nous saouler avec ça. Bon, t'es saoulé, mais moi je vais reprendre. Je suis navré. Je veux dire, ce que tu dis est très grave. Lancer des boules de pétanque sur les gendarmes, un jour ça va les tuer. Ils sont je n'ai pas. Non, mais là, franchement, tu peux pas me couper à chaque phrase. Donc, je veux dire, lancer des boules... Non, mais c'est énervant. Lancer des boules de pétanque sur des gendarmes, c'est une violence scandaleuse qui pourrait tuer, d'accord? Si on attend qu'ils tuent pour dire, ah oui, ce sont des terroristes, maintenant, il y a plusieurs sens aux mots, d'accord, effectivement. Donc, si on décide que le terroriste, c'est simplement les djihadistes qui tuent en masse, eh bien, moi, non.
je ne décide pas cela. Je pense que le mot terrorisme, il y a une définition, c'est la violence plus l'idéologie. Et que quand des gens fanatiques sont incapables de respecter les procédures démocratiques ou simplement de manifester même, allez, une manifestation interdite, si elle se déroule dans le calme, je n'en ferai pas un fromage. En revanche, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire refuser en réalité les décisions prises dans des procédures démocratiques parce qu'on est minoritaire, eh bien, effectivement, c'est l'esprit du terrorisme. Répondez rapidement, on va pas refaire tout le débat sur terrorisme. Si, moi je vais refaire absolument tout le débat. Jusqu'à présent, ce sont les manifestants qui meurent en France, c'est pas les CRS. Je rappelle que Rémi Fraisse est mort en 2014, tué par les gendarmes lors d'une manifestation encore contre une zone humide et une retenue d'eau. Je rappelle ce principe-là, que nous n'avons pas les mêmes équipements. Les gens qui manifestent, alors moi je manifeste pas, ça c'est le premier point. Le même Gérald Darmanin qui sévit sur écoterrorisme et le même qui traitait de peste brune et de rouge-brun les gilets jaunes, souvenez-vous, au tout début. Parce que pourquoi ? Il y croit même pas à ce qu'il dit. Tout ça procède de la même mécanique politique pourrie, c'est la mécanique pourri, au sens premier du terme, vous faites le dictionnaire. Pourri égale pourrissement, qui provoque le pourrissement. Le pourrissement, c'est quoi ? C'est de créer de la violence avec les mots pour générer encore plus de désordre et être celui qui remet l'ordre. D'accord, non mais c'est extraordinaire. C'est pas le problème de l'armée, mais quelle violence ? Mais de quoi vous parlez là ? Mais de quoi vous parlez ? Je peux répondre ou pas ? Mais bien sûr que j'ai vu les images. Est-ce que je peux répondre ? T'as vu les images des dockers à Marseille qui manifestaient ? Si François se débat toute seule, je peux me barrer aussi. Allez-y, Elisabeth. Non mais c'est incroyable de dire que la violence est du côté de Gérald Darmanin après les images. C'est exactement ce que tu viens de dire, ou alors je suis folle. Pas du tout. Moi j'ai dit la violence des mots. La violence des mots. Donc, je veux dire, excusez-moi. Laissez-la terminer. Laissez-moi même commencer. Donc, je suis navré. On ne peut pas justifier, si vous voulez, les scènes auxquelles nous avons assisté à Sainte-Soline et ailleurs d'ailleurs, la ZAD, là, où vous voulez, si vous voulez, en disant « Ah, mais c'est très mal la violence des mots ». Eh bien non. Moi, je crois que Gérald Darmanin a raison de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. Oui. Et vous allez voir, je veux dire, ça va finir par arriver, si vous voulez, que toutes ces âneries vont aboutir effectivement à des véritables violences, parce qu'un jour, il y a un gendarme qui va se retrouver au tapis et vous direz « Ah bah oui, c'est la violence des mots ». Non, pardonnez-moi, excusez-moi, pour le moment, je le redis, c'est les manifestants qui meurent. Pour le moment, c'est les manifestants qui ont les yeux éborgnés, qui sont éborgnés. Pour le moment, c'est je termine. Les blessés pour le moment, c'est les manifestants qui perdent des mains. Pour le moment, c'est un jeune homme qui est passé par-dessus la rampe et a fini dans la Loire lors d'une fête de la musique. Pour le moment, c'est Rémi Fraisse qui est mort. Donc je ne justifie elle va nous faire rien. Pleurer, hein. Bien sûr. Mais oui, pourquoi ? Parce que la vie d'un manifestant, c'est moins important que Parce que CRS blessé. quand tu te livres à des activités illégales, tu prends des risques. Quand tu refuses d'obtempérer, tu prends un risque. Je suis navré. Non, on va pas repartir sur les refus d'obtempération. Personne ne mérite de mourir parce qu'il s'arrête. À moins de parler comme Sandrine Rousseau. Est-ce qu'ils doivent être condamnés, les députés qui sont allés non, les manifester? députés non, mais les députés non, parce qu'ils ont le droit de manifester. Parce que il y avait cette question qui se pose et il risque d'être poursuivi. Un député, c'est le représentant du peuple, ça a tous les droits. Honnêtement, moi je pense que les militants qui... Non, mais de manifester, si vous voulez, même si c'est interdit... Mais refus d'obtempérer, ils ont pas le droit. Non, quand je dis tous les droits, je veux dire politique. Complètement réel, ça va pas. Non, mais je suis d'accord avec vous, un refus d'obtempérer, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit non plus de voler ou d'assassiner leur grand-mère. Je disais simplement en termes politiques, je crois qu'on ne condamne pas un député, on ne condamne pas un député pour ses propos et on ne le condamne pas tant qu'il se comporte de façon pacifique. En revanche, je pense que les militants qui ont agressé à coups de boule de pétanque, ils doivent être condamnés. Ça, mais je ne justifie en rien la violence. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut peser ses mots. Et Gérald Darmanin les pèse parfaitement dans son idée, sa conquête personnelle du pouvoir de sa succession à Emmanuel Macron. On a bien compris. On a bien compris son petit travail avec ses petits cailloux. La conquête personnelle du pouvoir, la conquête du pouvoir, ça doit se faire quoi pour je veux dire, bah oui, c'est mal de vouloir le pouvoir. On voit François Ruffin, il veut le pouvoir aussi. Vous arrêtez de sauter sur tout ce qui bouge déjà. J'ai pas dit ça. Conquête personnelle, non, c'est sa stratégie personnelle, son histoire personnelle. Je vais vous mettre d'accord.
d'accord, Oui, mais on avec est un d'accord, en archange. fait. Avec un archange. On va parler de l'archange Saint-Michel. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec Elisabeth Lévy et Françoise Degout. On va essayer d'apaiser un peu le débat avec On est déjà réconciliés, tu la parles. décision de plusieurs juridictions qui ont ordonné le retrait d'une statue de l'archange Saint-Michel, en particulier au Sable d'Olonne. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir retirer ces statues Écoutez, alors là, partout en France? Est-ce qu'il va falloir débaptiser Il faut quand même préciser, les communes qui portent le nom de Saint-Michel? Il faut préciser l'argumentation que je trouve là-dessus, on va se retrouver, Françoise et moi. Il faut préciser l'argumentation, c'est que par exemple, moi j'habite à côté de la place Saint-Michel où il y a une statue de Saint-Michel, devant la fontaine Saint-Michel. Mais tout ça a précédé, tout ça existait avant 1905. Donc, personne ne va y toucher. En revanche, la statue des Sables d'Olonne, qui en plus est une très belle statue, elle n'est pas très grande, c'est une belle statue de Saint-Michel. Eh bien, cette statue a dû être donc posée après 1905. Et en conséquence, des juges, je veux dire, vraiment des soi-disant libres penseurs qui n'aiment pas la pensée des autres, visiblement. Voilà, alors je laisse Françoise compléter mon propos parce que là-dessus. Mais c'est quoi? C'est du wokisme c'est vraiment, c'est effacement de notre histoire. Les mêmes trouveraient tout à fait normal, si vous voulez, qu'il y ait des symboles de l'islam. Je vous assure que oui, j'en suis convaincu. Mais je sais pas si ça va aussi loin. Moi, je crois que tout ce qui, en fait, avant 1905, la loi de 1905 considère que tout ce qui est avant est patrimonial. Ça fait partie de notre patrimoine. On va pas commencer à débaptiser les villes qui s'appellent Saint-Michel, la place Saint-Michel, parce que c'est notre patrimoine. Surtout, je crois qu'il y a 5000 communes en France. C'est notre patrimoine. Donc tout ce qui est avant 1905, tout ce qui est après, en gros, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de faire. Mais alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe à Lourdes, chez moi, dans les Hautes-Pyrénées? C'est quand même ma ville, ma terre natale, quand on fait une statue de Jean-Paul II, qui est venu, qui a été une véritable star. Il est arrivé et toute la montagne qui est descendue pour l'accueillir. Est-ce que les gens... Vous pouvez dire que c'est un chef d'État. Non, mais est-ce que vous voulez dire que les gens sont très croyants? Non, ils viennent voir une star, etc. Tout ça, c'est un débat, moi, qui me... Non, mais c'est un débat qui m'insupporte, parce que je le trouve qui n'a aucun sens. C'est comme le débat sur les jours fériés. Est-ce que on doit encore fêter la Toussaint, etc. Ça n'a aucun sens. On a une culture, on a une histoire. Je ne pense pas que les racines ne soient que chrétiennes. Les racines, elles sont juives aussi. Il y a une partie des racines aussi gréco-judéo-chrétiennes, si on reprend et De donc, Gaulle. bien sûr, et donc on s'en fout complètement de ces conneries. Voilà. Je veux dire, c'est nul et non avenu, mais j'espère qu'on va pas mettre le doigt dans un engrenage infernal. C'est la question. Et pardon, je ne voudrais surtout pas offenser les latins, donc c'est gréco-latine et judéo-chrétienne. Bien sûr, mais comme disait Marguerite Yourcenar, on ne comprend rien si on ne comprend pas le grec. En ce qui concerne nos racines, c'est-à-dire notre substrat culturel, c'est évident que ça fait, si vous voulez, moi je suis pas de confession catholique, mais j'aime vivre dans ce pays où il y a des églises partout. Moi, à chaque fois qu'on me dit, et on va mettre un jour férié, je reprends cette thématique, pour Kippour et Ramadan. Mais moi, je ne veux pas d'un jour férié pour Kippour et Ramadan. Non. Je veux un jour férié pour Noël, Pâques et la Toussaint. Oui, mais parce qu'en plus, pourquoi? C'est notre histoire. Mais c'est pas simplement notre histoire, c'est simplement que ces fêtes. Certains n'en veulent plus. Non, puis c'est pas ça, c'est que ces fêtes catholiques se sont greffées à l'origine sur des fêtes païennes. Voilà, le 25 décembre. On souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Mais bien sûr, on ne souhaite pas à Noël. Mais parce que c'est une inculture. Ces fêtes-là sont greffées déjà sur des fêtes païennes qui n'ont rien à voir avec le catholicisme. Bien le débat qu'il y a sur les crèches chaque année. Mais écoutez, moi j'entends tout ce que vous voulez. Je rajouterai presque, c'est quand même un comble que c'est moi qui le dise à notre chère Elisabeth Lévy. Enfin, je rappelle quand même que la Mishnah et la Torah étaient terminées à 3 par le grand Rashi, donc je dirais en l'an 1000. L'an 1000, 1050. Donc je dirais que nous avons des racines juives très importantes. Je dirais que toute notre mathématique moderne vient aussi d'Averroès. Donc nous avons des racines musulmanes très puissantes que vous savez, quand vous allez en Andalousie, quand vous allez à Grenade et encore plus à l'Alcazar à Séville, vous vous rendez compte du système de bain, alors que Paris à l'époque était un cloaque. Excusez-moi, nous n'avons pas l'histoire de l'Andalousie. Et moi, je pense je suis d'accord que vous n'avez pas l'histoire. Je vous taquine un peu.
je pense que l'islam, qui existe en France, et c'est tout à fait légitime, n'a absolument pas le même statut en termes historiques. Je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord Donc, avec vous. Maintenant, Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Oui, tout à fait. Je suis trop bonne, non? Oui, Oui, vous êtes trop œcuménique. Non, mais c'est pas une question. Si vous voulez, il y a aussi un refus. Il y a aussi un refus d'un certain nombre de gens d'assumer ses racines. Je vous rappelle quand même le pataquès de la défunte Constitution européenne quand Valéry Giscard d'Estaing a voulu mettre dans le préambule que l'Europe avait des racines chrétiennes. C'est pas pour ça qu'il s'est fait retoquer, vous le savez très bien. La Constitution a été rejetée par les Français. Je dis simplement qu'il y avait eu... Bien sûr, mais ceux qui refusent cette statue de Saint-Michel sont des laïcs. C'est au nom de la laïcité qui demandent. Oui, mais c'est marrant. Soit... Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle un jour à Strasbourg, vous savez, Strasbourg, statut particulier, des parents d'élèves de l'enseignement, des parents d'élèves catholiques de l'enseignement public avaient écrit au maire en disant nous ne comprenons pas, il y a de la viande halal à la cantine, mais en revanche, on nous refuse le poisson le vendredi. Réponse du maire, il y a de la viande halal pour respecter la diversité et pas de poisson pour respecter la laïcité. Donc, si vous voulez, c'est une version de la laïcité c'est la laïcité comme si on était encore en 1905, c'est-à-dire il faut écraser l'infâme. Je vous rappelle que l'emprise de l'Église catholique, et j'en suis fort heureuse en ce qui me concerne sur les esprits, heureusement, n'est qu'un lointain souvenir. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que il faut arrêter avec cette vision de la laïcité débile. La laïcité, c'est pas contre l'histoire, si vous voulez, parce qu'en fait, en l'occurrence, c'est pas contre les religions, surtout la laïcité, hein, le droit de croire ou de ne pas croire. Voilà. Après, mais surtout qu'on peut aimer Saint-Michel sans être absolument. On peut aimer le mythe de Saint-Michel, on peut aimer la statue de Saint-Michel. Mais sinon, quand vous allez dans un musée, quand vous allez dans un musée, Françoise passe la moitié de son temps à Rome, donc si vous voulez, elle passe son temps devant des annonciations, des crucifixions, des vierges à longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau, dites-moi, que la Pietà à Saint-Pierre de Rome? Voilà, sculpté par... c'est une sublime, vous avez le sentiment que c'est de la dentelle. C'est extraordinaire. Non, mais ce que Dieu a fait, ce que Dieu a permis de transcender chez les hommes, ce que la croyance en Dieu, Allah, Yahvé et Bouddha, et on peut faire et Zoroastre, etc. Ce que la croyance a permis de transcender chez les êtres humains, on l'a sous les yeux, c'est sublime. Sans oublier les adorateurs de l'oignon, comme dirait Jean-François Kahn. Tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin reviendra sur les dérives sectaires. Parlons de la Pietà, ça va nous faire du bien. Sur les dérives sectaires très nombreuses depuis la Covid. Nous, on n'a pas le temps d'en parler. Je voudrais qu'on dise quelques mots des 49.3 d'Elisabeth Borne. Signe de faiblesse. Je pense surtout que dans l'opinion, c'est le paradoxe français. Les Français sont tout le temps en train de glapir. Et moi, la première, cette assemblée, il n'y a pas de tenue, etc. Mais ils adorent en fait le débat parlementaire. La politique, c'est le sport national avec le football. Et donc, ils n'aiment pas trop le 49.3, les Français. Et il y a quelque chose qui va heurter leur ADN, je dirais presque révolutionnaire, qu'on a tous, d'ailleurs, y compris les gens qui sont venus dans ce pays. Donc, je crois que ça dit surtout une difficulté de gouverner que l'opinion ressent. Et c'est une des explications. Là, sur le budget, je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que d'un côté, oui, j'aime bien aussi le folklore parlementaire. Et d'ailleurs, il était quand même, je veux dire, dans les périodes précédentes, si vous voulez, l'Assemblée était le théâtre de débats homériques, Maurras, Blum, etc. Ça se castagnait de façon extrêmement violente, mais avec peut-être un meilleur français que celui de Sandrine Rousseau. Mais en revanche, soyons. Je suis, moi, je pense qu'on a tort, que Nicolas Sarkozy a eu tort de restreindre l'usage du 49.3. Le 49.3, c'est pas fait simplement pour brimer l'Assemblée, c'est simple, je rappelle le principe, c'est si vous voulez pas ce texte, votez, faites tomber le gouvernement, c'est-à-dire je gouverne tant qu'il n'y a pas de majorité contre moi, comme d'ailleurs l'a dit François Ruffin ce matin. Et De Gaulle et Debré avaient inventé ça pour que, si vous voulez, on soit pas tout le temps dans la troisième ou la quatrième République. Je pense que ça a tout à fait des vertus, ça n'est pas un instrument fasciste, contrairement à ce qu'on nous
a dit, et qu'il y a des fois, j'ai pas envie non plus d'assister, si vous voulez, à des batailles de millions d'amendements non, mais là, on parle pas de ça, qui n'aboutiront à rien. Elisabeth, je vous accorde, j'entends ce que vous dites. Rocard en a fait un usage délirant du 49.3, mais on parle pas de ça là. Là, on parle de choses qui ont été votées par la majorité très large de l'Assemblée. Je pense notamment à la proposition du MoDem sur la taxation des super dividendes, pas des super profits. C'est quelque chose qui est voté vraiment par tous les groupes. Comme le bon sens qu'on aime tellement quand ça nous arrange. Et là, si vous voulez balayer tout ça par un 49.3, il est là le problème. Le problème, le 49.3, c'est si vous avez une majorité qui est un peu grinçante, etc. Mais là, c'est une répétition sur des amendements qui ont reçu l'assentiment y compris des membres de la majorité. Sur les dividendes, c'est ça le fait politique. Mais vous êtes d'accord que déposer des centaines et des centaines d'amendements... C'est le travail. Moi, j'en ai rédigé des amendements. Vous changez un adverbe, ça fait un nouvel amendement. Ça fait un nouvel amendement. Mais oui, mais ça s'appelle. Est-ce qu'il y aura le même obstacle aux motions de censure avec la loi immigration? C'est-à-dire comment les LR vont se comporter Je ne sais pas. Je pense que pour les LR, c'est pas suffisant. Les LR, à mon avis, ne pensent pas qu'au fond des dossiers. Non. Oui, bien sûr. Mais puisque Françoise a parlé du bon sens, viens, je vais mettre un peu de bon sens dans ta caboche. Non, mais c'était pour te moquer de toi. J'en ai marre de ce bon sens. Je peux faire une émission philosophique sur le bon sens. Vous voyez, elle aime le mauvais sens. Non, mais le bon sens, c'est le truc, c'est pas votre niveau. Elisabeth Lévy, sortez de ces mots valises là. Oh. Je n'avais pas vu certaines réactions sur Twitter de Gourdance qui dit pour l'instant sont les manifestants qui meurent forcément, Françoise de Gois, quand tu défies la force publique armée, c'est plus risqué que de lâcher un DRH à la sortie d'une réunion paritaire. Et il a remarqué aussi, cet auditeur fidèle, Valérie Expert régulant l'algarade et donnant parole à Elisabeth Lévy. Laissez-la terminer, laissez-moi commencer, rétorque Elisabeth Lévy. On voit le bénéfice du sage, prendre la parole et la garder. Bravo les filles. Allez, c'est fort, bravo. Il est très fort, on l'aime beaucoup. Merci à vous. Et nous on se retrouve, Gourdance, et on se retrouve dans un instant avec le patron de Paris Match, Patrick Mahé, pour parler du poids des mots et du choc des photos. À tout de suite.